Sitôt prise, sitôt détruite, les 1400 kilos de cocaïne saisis au large des Tonga ont été calcinés hier soir dans les fours de la SLN. Nous verrons dans ce journal que le Pacifique semble être la nouvelle route des trafiquants de drogue. Quelle sera la question posée au référendum à 15 mois de la consultation? Pierre Frogy interpelle le Premier ministre. Nous les entendrons dans ce journal. C'était cette nuit pour nous à Paris. Ça brûle même en saison fraîche et pour parer à toute éventualité, les pompiers de Koné se forment avec l'hélicoptère bombardier d'eau. Nous vous ferons également découvrir le quotidien du pompier de Poum. Il est tout seul dans sa commune. Portrait dans ce journal. Et enfin, qui sera la future ambassadrice du Caillou à l'élection de Miss France? Les 9 prétendantes à la couronne de Miss Calédonie ont un peu plus de 2 semaines pour vous persuader de voter pour elle. Ce soir, nous vous présentons Julie et Océane. 1400 kilos de cocaïne dans les fours de la SLN. La cargaison saisie au large des Tonga jeudi dernier a été détruite hier soir dans les fours de la société Le Nickel en toute discrétion selon la gendarmerie. L'enquête est toujours en cours sous l'autorité du parquet. Les 4 Lituaniens et lettons sont toujours en garde à vue à Nouméa. La saisie avait une valeur de plus d'1 milliard de francs CFP. Et comme vous allez le voir dans le sujet de Prosper Poigou, le Pacifique semble être la nouvelle route des narcotrafiquants. Quand on parle de trafic de cocaïne, les regards sont forcément tournés vers l'Amérique du Sud. La Colombie est le plus grand producteur mondial de cocaïne avec 400 tonnes de production annuelle. Un responsable de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières affirmait sur Europe 1 qu'en général, les bateaux passent à vide le canal de Panama. Au large des côtes, plusieurs bateaux de pêche et des vedettes arrivent avec leur cargaison de cocaïne et les délivrent à des bateaux plus grands, généralement des voiliers. Objectif, parcourir les quelques 15 000 km de l'océan Pacifique qui séparent les côtes sud-américaines de celles du Queensland en Australie, soit près de 2 mois de navigation. C'est ce type de scénario qui aurait pu se passer avec les 4 trafiquants arrêtés par les militaires calédoniens. Toujours selon Europe 1, depuis 18 mois, plusieurs interceptions de voiliers remplis de drogue sont venues confirmer l'existence de cette nouvelle route maritime qui traverse notamment les eaux territoriales françaises, Tahiti, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie. Comme en janvier dernier, 1,4 tonnes de cocaïne ont été saisies sur 2 voiliers à Tahiti. Un an plus tôt, au large de l'archipel des Gambiers, un autre voilier était immobilisé avec à son bord plus de 680 kg de cocaïne. Si les trafiquants prennent autant de risques, c'est bien sûr pour des raisons financières. Acheté autour de 144 000 francs CFP en Colombie, le kilo de cocaïne peut se revendre jusqu'à 12 millions de francs CFP à Sydney. Politique, Pierre Frogy a interpellé cette nuit pour nous le Premier ministre Édouard Philippe à Paris sur la consultation du référendum. Le sénateur calédonien et membre du groupe Les Républicains s'inquiète sur le choix de la question qui sera posée aux Calédoniens. On l'écoute. Dans 15 mois, la Calédonie décidera de son accession ou non à l'indépendance. Alors que l'issue de ce référendum est connue d'avance, le risque est grand que ce scrutin de nature exagérément binaire, mal préparé, remette le feu aux poudres. Permettez-moi de rappeler ce que Michel Rocard affirmait. Personne ne peut avoir dans la tête que la question qui va être posée à ce référendum soit choisie de manière à diviser les Calédoniens en 2 paquets égaux, parce que là, on est sûr qu'ils recommenceront à se taper dessus. Monsieur le Président du Sénat, vous avez vous-même affirmé à plusieurs reprises que l'État devait nous accompagner dans la recherche des convergences nécessaires à la définition de notre destin commun. Au plan local, nous avons pris l'initiative d'organiser les États généraux de l'avenir, forme de palabre à l'océanienne, pour échanger et rechercher avec la population l'ensemble des forces politiques, ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, afin que cette consultation ne soit pas mortifère. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt, lors de votre venue annoncée en Nouvelle-Calédonie, dont je vous rappelle la devise, terre de parole, terre de partage, à vous engager dans ce grand palabre pour l'avenir? Édouard Philippe a rassuré en déclarant que l'organisation du référendum serait faite en toute transparence. Nous, on l'écoute. L'humilité que je crois indispensable pour aborder les questions qui sont devant nous, c'est d'abord une humilité devant la force de l'engagement de celles et ceux qui ont œuvré, parfois au prix de leur vie,
pour tracer un chemin de paix et marcher de concert vers ce destin commun qui est désormais un acquis. Et vous avez, monsieur le sénateur, je le sais, contribué à ce chemin, notamment en proposant que le drapeau du FLNKS soit érigé à côté du drapeau français. Cette humilité, c'est aussi celle qui doit nous saisir devant la responsabilité collective que nous avons, nous tous, c'est-à-dire les acteurs du processus de l'accord de Nouméa. Au fond, nous devons organiser dans la transparence un scrutin dont la légitimité ne pourra pas être contestée. C'est une priorité de notre action, c'est une priorité de mon action et c'est une priorité difficile à atteindre techniquement, vous le savez. Et nous voulons aussi profiter des fruits de la réflexion, souvent remarquables, menée par les nombreux experts, missionnés par les nombreux gouvernements qui se sont intéressés à ce sujet. Il y a de la connaissance acquise, il y a de l'expérience acquise, et il serait absurde, voire contre-productif, de vouloir s'en passer. Je vous dis ça, monsieur le sénateur, parce que l'ensemble du gouvernement entend s'inscrire dans une histoire et dans une continuité dans ce processus. C'est aussi une forme d'humilité, mais je pense que c'est indispensable. Le Premier ministre Édouard Philippe doit venir au pays au mois de décembre. Rappelons qu'un comité des signataires aura lieu au mois d'octobre à Paris. Un conférencier de renommée mondiale est au pays, le credo d'Adriss Aberkan, l'économie de la connaissance. Il déclare, je cite, la connaissance, c'est comme la connerie, c'est infini. Sa première conférence affiche complet, ce sera demain à partir à 18h30 à l'université. Il a fallu ajouter une date ce dimanche à 18h à l'hôtel Le Méridien. Découvrons ensemble son portrait avec Duke Menongo. Idriss Aberkan est un conférencier, un consultant international de 31 ans. Né en France, dans un village du Loiret de 9000 habitants, il est titulaire de 3 doctorats. Il est chercheur enseignant et à ce jour, il a enchaîné plus de 160 conférences à travers le monde. Très médiatisé, ses détracteurs lui reprochent, à lui ainsi qu'aux médias, d'avoir artificiellement gonflé son CV. Le scientifique, diplômé de neurosciences, met en avant la notion d'économie de la connaissance. Ce sera l'objet de ses interventions lors des conférences qu'il animera ici au pays. Pour lui, la connaissance est un capital détenu par chacun, par chaque peuple, en particulier les peuples premiers, à cause de leur connaissance de la nature. C'est ce qu'il évoque dans cet extrait d'une vidéo diffusée par le média Le Point. Les Indiens auraient mis au point un patch de terre avec plusieurs espèces en interaction mutuelle, c'est ce qu'on appelle la phytosociologie. Cette prairie aurait fourni des cultures vivrières toute l'année, sans travail mécanique des sols, sans engrais, sans pesticides. Là, on est sur une technologie qu'on ne maîtrise absolument pas aujourd'hui, on ne sait pas le refaire. Selon le conférencier, pour des pays insulaires comme le nôtre, il est important de repenser l'économie. À la différence des matières premières, la connaissance est une ressource inépuisable et de plus en plus massivement accessible. 286 tonnes de fioul lourd ont été extraites du quai à Trader hier. Il en reste encore 450. Le porte-conteneur échoué au large de Marée. Selon les forces armées, l'opération devrait se terminer à la mi-août. Et regardez cette photo de l'AFP, c'est l'Hermione. Vous pourrez peut-être participer à la prochaine traversée à bord de ce bateau et ce durant 5 mois entre février et juin de l'année prochaine. Donc si vous aimez la mer et les voyages et si vous avez entre 21 et 34 ans, ce projet vous intéresse, eh bien l'Organisation internationale de la francophonie recrute 100 jeunes pour participer à ce périple. Cet appel s'adresse aux jeunes originaires de tout l'espace francophone. À bord, vous devriez donc participer à la vie du bateau. Il y aura également des formations à la navigation. Les candidatures seront à déposer en ligne avant ce samedi minuit heure de Paris. Ouvrons maintenant notre dossier sur les pompiers. Aujourd'hui, ça brûle sur la transversale Koné-Tiwaka. Un feu qui dure depuis vendredi dernier. Si les incendies ont déjà commencé avant même la période administrative des feux de forêt qui commence le 15 septembre, pompiers et sécurité civile continuent de s'entraîner. Ça a été le cas aujourd'hui au centre de secours de Koné. Sur ces images, les combattants du feu s'exerce à la montée et à la descente d'un hélicoptère bombardier d'eau. On écoute Maël Lebez. D'aborder l'hélicoptère, on se met face au pilote, comme ça il a un visuel sur les gars qui vont rentrer. On se met à genoux pour éviter les palmes. On est à genoux, on attend l'ordre du pilote qui nous fasse un signe.
Et dès qu'il nous fait un signe, on rentre latéralement, sur le côté, toujours sur le côté. On rentre toujours tête baissée, toujours en partant de l'avant pour rentrer dans le cockpit. Après, le pilote, il va essayer de trouver une zone assez claire avec un espace de 30 mètres pour l'hélicoptère, pour la sécurité, pour les palmes et l'hélice. Voilà des images de Cédric Thiéa et Florent Foissac. Une occasion pour nous de découvrir le portrait du seul pompier de la commune de Poum. Franck est un jeune originaire de la tribu de Tiabet. Il mène toutes ses interventions. Portrait. Je fais un petit contrôle de mes matériels, si tout c'est propre. Comme chaque matin, Franck, le seul pompier professionnel de la commune de Poum, s'affaire aux entretiens quotidiens de son matériel de travail. Sa caserne, ou plutôt son CPI, pour centre de première intervention, c'est ce dock mis à disposition par la mairie. À l'intérieur, son matériel d'intervention acquis depuis 5 ans. Le dernier en date, cette machine à désincarcérer. Quand on a des accidents sur Poum, et puis on a des personnes coincées dans les habitacles, dans les véhicules, ben on attend plus d'1 heure pour que nos collègues arrivent de Koumak avec ces outils-là. Et maintenant qu'on l'a sur Poum, ben, on gagne du temps, on va dire. Franck a travaillé longtemps sur Nouméa. Natif de Poum, il a souhaité revenir dans sa commune. Surtout qu'avant lui, il n'y avait aucun pompier dans la zone. J'ai eu la chance d'avoir affaire à Eugène Loca, c'était le chef de centre de Yaté. Et puis c'est lui qui m'a poussé en formation, il m'a parlé un peu du métier, que c'est un métier que c'est un besoin pour les communes, les petites communes comme nous. Et puis voilà, à partir de là, je me suis lancé dans des formations sur Nouméa et puis voilà, tout doucement le métier il m'a plu et puis j'ai continué dedans jusqu'à maintenant. L'entretien quotidien est terminé. Franck va se rendre à son bureau pour gérer ses papiers, saisir ses rapports d'intervention et vérifier son planning. Franck est d'astreinte H24. Quand il a besoin de renfort, il peut faire appel à 5 pompiers volontaires ou encore, selon la gravité de l'intervention, il appelle la caserne de Koumak. Quand on arrive en fin de semaine comme ça, c'est le moment où je vais contrôler l'astreinte de mes volontaires. Je vais contrôler si les fiches d'inscription si mes volontaires sont bien inscrits. En 5 années de service, il a déjà été confronté à toutes les situations. Mais ce qui s'est passé il y a environ 2 mois, il ne l'oubliera jamais. J'ai reçu un appel pour un petit qui s'est noyé. C'est le CETA Normandie qui m'a appelé pour intervenir. Arrivé sur place, c'était mon neveu qui s'est noyé. Et puis, on a effectué les premiers gestes de secours jusqu'à l'arrivée du médecin. Puis on n'a pu que déclarer le décès du petit, quoi. Voilà, mon propre petit neveu, on va dire. En fin d'année, Poum réceptionnera son futur CPI. Des locaux qui changeront le quotidien de Franck. Voilà un reportage de Natacha Ogui. Et alors que le pays continue à brûler, sachez qu'aujourd'hui, en ce 2 août, nous avons atteint le jour du dépassement 2017. De quoi s'agit-il? Global Footprint Network, institut de recherche américain, a fait le calcul de toutes les ressources que la Terre produit par an. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'humanité commence à vivre à crédit puisqu'elle a consommé en seulement 7 mois toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. Et donc jusqu'à la fin de 2017, nous allons surexploiter les écosystèmes pour continuer à boire, manger ou à nous déplacer. Suzanne Wajoukar, donc 16 ans, a été retenue en équipe de France des moins de 17 ans de handball pour participer au championnat d'Europe en Slovaquie la semaine prochaine. La jeune Calédonienne évolue depuis 1 an au pôle d'Orléans. Suite de notre feuilleton consacré à l'élection de Miss Calédonie, ce soir nous vous présentons Julie et Océane. Je m'appelle Julie Teripaya, j'ai 19 ans et je suis la candidate numéro 5.
Je m'appelle Océane Charlet, j'ai 19 ans et je suis la candidate numéro 6. Et demain soir aura lieu la soirée de gala des Miss au casino de Nouméa. Une soirée qui sera donc retransmise dans Bienvenue dans la bande. Demain, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis donc dans l'émission Bienvenue dans la bande de vendredi. Je rectifie. Voilà, je recommence. Bonne soirée à tous et donc bonne soirée à tous sur Calédonia.